J'ai dû tout construire par moi-même, donc j'ai pu choisir. Par contre, ce que j'ai appris, une chose qui était hyper intéressante, c'était ça mon point, pas recruter que sur le CV, mais recruter sur la personne qu'on a en face de soi. Et moi, j'ai ma manière de faire les entretiens, c'est que je viens en mode un peu freestyle, je sais avec qui je vais parler quand même, etc. Mais le but, c'est d'avoir une conversation. Du management, pour moi, c'est de l'humain. La pire décision à prendre, c'est de ne pas en prendre. Ouais. Il vaut mieux se tromper, parce qu'au moins tromper, on sait qu'on s'est trompé, on peut corriger. Si on prend pas de décision, on sait pas où on va. Talker, en fait, notre rôle, c'est une plateforme en quelque sorte. On va fournir des clients, mettre en place l'opérationnel, faire le soutien opérationnel, le suivi, la qualité pour le compte des clients. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandra. Je suis ravie de te recevoir. Merci. C'est le 18e épisode, donc tu vois, L'âge de la ça majorité. avance. Et je suis ravie de te recevoir parce qu'on va parler de plein de sujets différents et comme pour tous les autres, j'aimerais bien connaître ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, Alexandre, un parcours un peu atypique avec différentes expériences. J'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai un diplôme d'ingénieur. Après, j'ai fait des masters d'ingénierie financière, donc j'ai étudié la finance. Et donc, je me suis orienté sur les métiers de finance. Dans ma dernière école d'ingénieur, pour parler un peu de mon expérience à l'étranger aussi, j'ai vécu en Norvège. Ensuite, je suis revenu en France, j'ai fait l'EM Lyon, j'ai fait un master d'ingénierie financière, comme je disais. Je suis parti à Prague, j'ai vécu 1 an à Prague dans une société qui faisait de la dette pour des sociétés immobilières, du conseil. Après ça, je suis parti 1 an et demi aux États-Unis, à Philadelphie. Je travaillais pour la BNP Paribas là-bas. Alors, c'était juste à côté de Philadelphie, donc 1 an et demi d'expérience aux États-Unis dans un cadre d'un VIE. Donc, un truc qui est fait exprès pour les jeunes diplômés de partir à l'étranger dans des sociétés françaises. Après ça, j'ai vécu 4 ans à Londres. J'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui s'appelle Schroders. Donc, j'étais dans le milieu des hedge funds, donc un milieu très financier, très technique, très intellectuel, etc. Et après ça, j'ai pris un changement différent. J'ai pris la décision pour des raisons personnelles de rentrer en France, pensant rester dans le milieu de la finance. Et je me suis retrouvé à travailler dans une boîte de vente et marketing direct, où on fait de l'acquisition de donateurs ou de clients, de consommateurs pour différentes marques, que ce soit pour des associations caritatives ou pour des sociétés commerciales. Et c'est un métier dans lequel je suis depuis 11 ans. J'ai été recruté pour développer l'activité en France. Depuis maintenant 7-8 ans, je gère la France et la Belgique, depuis Lille. Et pour la petite histoire, je me suis retrouvé à Lille alors que je ne suis pas du tout lillois, je suis parisien d'origine. Et je me suis retrouvé à Lille pour des raisons personnelles et professionnelles. Et donc maintenant, aujourd'hui, je dirige cette boîte qui emploie environ 30 personnes en France, avec un réseau de plus de 1000 personnes dans le réseau de commerciaux, etc., entre la France et la Belgique. Voilà, pour résumer assez rapidement. Pour résumer très rapidement, et je te remercie. Donc, si je retiens, d'abord ingénieur. C'est ça. Après, finalement, petite casquette complémentaire liée à l'ingénierie financière. C'est ça, exactement. Déjà, comment on passe de l'un à l'autre ? Parce que alors, c'est ça vraiment... arrive souvent. Ça arrive souvent, justement, parce qu'il y a le côté finance très mathématique, très logique, très scientifique maintenant, surtout d'autant plus maintenant. Et depuis 10, 15, 20 ans, ça a l'émergence du trading, du quantitative trading, etc. Mais voilà, c'était l'informatique m'intéressait, mais pas plus que ça. Donc du coup, j'avais envie de... La finance m'intéressait beaucoup. Il y avait quelque chose qui m'intéressait. Il y a un côté logique, il y a un côté intellectuel très intéressant. Donc je me suis orienté vers ça. Et donc du coup, j'ai commencé ma carrière sur la finance. Donc c'est comme ça que j'ai fait le passage. J'ai tout simplement postulé. J'ai candidaté dans des écoles et j'ai été pris à l'EM Lyon, qui est un master spécialisé très reconnu sur l'ingénierie financière. Donc ça a été une super opportunité pour moi, pour me développer, pour apprendre de nouvelles matières, surtout la partie financière que je ne connaissais pas en étant dans une école d'ingénieur. Oui, et puis finalement, ce parcours, il est payant parce que tu as pu, comme tu l'as montré, en fait, avoir plein d'opportunités différentes dans des pays différents. Donc déjà, tu avais un attrait pour les langues, le fait d'être parti comme ça dès tes études ou comment Alors, c'est une question très drôle. J'étais très nul en anglais. C'est-à-dire qu'au bac, j'ai eu une très mauvaise note en anglais et en allemand, qui était ma première langue. Et je me suis retrouvé, ma dernière année d'école d'ingénieur, comme je le disais, je l'ai fait en Norvège. Et je me suis retrouvé devant le fait accompli. Je parlais très très mal anglais, mais quand je dis très mal, c'est très très mal. Je me suis retrouvé dans une situation, on m'a demandé quel âge j'avais, j'ai répondu ça va bien. Donc je le fais pas en anglais parce que j'ai honte de le faire, mais c'est vraiment la situation dans laquelle je me suis retrouvé avec mon colocataire à l'époque. Mais du coup, je me suis retrouvé devant la force des choses. Et donc à étudier en anglais, à parler en anglais. En Norvège, en plus, ils maîtrisent l'anglais parfaitement. Donc du coup, j'ai appris par moi-même. Alors j'ai pas appris par moi-même, mais j'ai commencé à regarder tous les films et séries en anglais, sous-titrés en anglais,
pour justement apprendre vite. J'ai étudié la grammaire bleue, donc qui est le Becherel anglais, tout seul le soir. Alors qu'en étudiant, on se couche plus tard. Donc je me rappelle, je recopiais. C'est ma méthode d'apprentissage. Je suis pas quelqu'un qui apprend en écoutant. Je suis quelqu'un qui apprend en réécrivant, en lisant et en écrivant. Et tu t'en souviens en fait en regardant en fait ton écriture, Et après, j'ai appris le vocabulaire. J'allais à l'époque sur le dictionnaire que j'avais sur mon ordinateur parce qu'on n'avait pas DeepL, Google Translate, etc. à l'époque. Et donc je tapais les mots que j'apprenais, etc. avec les gens que je fréquentais pour apprendre. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais un peu par moi-même. Alors après, j'avais des bases, mais un peu par moi-même. Et après, du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que je continue à vivre à l'étranger. C'était aussi ça. Oui, cette première expérience, elle t'a donné envie d'aller plus loin. Après, en me disant, maintenant, je maîtrise l'anglais. Donc maintenant, ça m'ouvre plein de portes. Ça ne me ferme pas dans un système franco-français. Et Norvège, tu m'as parlé de Prague, tu m'as parlé des États-Unis avec Philadelphie, tu m'as parlé de Londres. Et j'ai oublié, quand j'ai commencé dans cette boîte, j'ai fait 8 mois à Amsterdam. Et Amsterdam. Voilà. C'est quoi la ville que tu retiens le plus de toutes tes expériences ? Il y en a une que je retiens pas du tout, c'est Prague. Ok. Très compliqué pour diverses raisons par rapport au contexte, etc. Sans rentrer dans les détails, mais c'est pas la ville la plus accueillante de prime abord. Ok. C'est une très belle ville. J'ai passé des très bons moments. J'ai très bien quand les gens venaient visiter, des amis, la famille, etc. C'était génial. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. C'est une très belle ville. J'ai beaucoup aimé les États-Unis. Alors je dirais Londres parce que j'ai vécu 4 ans et que Londres c'est vraiment une super ville, mais les États-Unis j'ai un souvenir plus particulier parce que c'est une ville. Les États-Unis est un pays paradoxal. Ouais. Je dirais presque schizophrénique, mais bon, c'est un peu violent, mais c'est un peu le cas. Il y a un peu une bipolarité dans ce pays où on voit tout le côté qu'on aime des États-Unis et tout le côté qu'on n'aime pas des États-Unis. Ouais. Et on le voit dans une même ville, dans une même région. Et c'est ça qui m'a plu, mais en même temps, c'est un pays qui est soudé quand il y a besoin d'être soudé. D'accord. Chose qu'on a retrouvée en France récemment, quand il y a eu des choses dramatiques qui arrivent en France où on se ressoude, mais qu'on ne vivait pas trop avant, je trouvais. Ouais. Mais aux États-Unis, j'ai trouvé ce côté-là. Mais là où j'ai vécu une super expérience, c'est que j'ai vécu l'élection d'Obama, j'ai vu ça en direct dans les rues étaient en liesse, parce que Philadelphie est une ville multiculturelle, avec beaucoup de communautés latino, noires, etc. Donc vraiment multiculturelle. On voyait l'élection d'Obama, j'ai l'impression qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Ouais, puis même depuis la France, moi j'ai des souvenirs où on vivait ça comme si c'était vraiment. Enfin, on ne voit jamais une élection, en tout cas en France, c'est sûr. On va faire la fête. Non, parce que nous, c'est très solennel. Ouais, tout à fait. Là-bas, c'est un rassemblement populaire. Ouais, tout à fait. Même s'ils sont en désaccord, parce qu'il y a deux partis, c'est très bipolarisé, mais il y a un rassemblement populaire à la fin parce que c'est comme si c'était un achievement, en quelque sorte. Mais c'est vrai que ça devait être quelque chose d'y être pendant mais les Yes Weekend. Du coup, les États-Unis, c'est un très bon souvenir parce que voilà, ça m'a enrichi, j'ai appris plein de choses, ça m'a aidé d'un point de vue professionnel, de voir aussi d'autres méthodes de travail que j'avais pas expérimenté à Prague, parce qu'à Prague, je travaillais avec des Français, donc j'avais un peu j'étais imprégné par la culture franco-française sur la méthode de travail. Là-bas, mon boss, c'était un Américain. C'est quoi la méthode de travail à l'américaine ? Très direct. Ok. C'est quand ça va bien, ils te le disent. Quand ça va pas, ils le disent aussi. Ouais. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de fausse bienveillance. Il n'y a pas ce côté où on essaie de faire attention à ce que ça se passe bien. On n'ose pas te dire les choses parce qu'on sait que tu vas te plaindre. Il n'y a pas cette peur-là, parce qu'il y a cette liberté d'action, de penser, d'entreprendre qui existe aux États-Unis, qui existe en France maintenant, plus qu'à l'époque, je trouve. Il y a les deux, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de fausse bienveillance, mais quand on doit te dire les choses, on sait les dire aussi, Mais je parlais sur la liberté d'entreprendre maintenant, sur la liberté d'exprimer les choses, d'avancer, etc. Ça vient en France, on a du retard, mais ça arrive et ça commence à être de plus en plus imprégné dans les cultures d'entreprise. Mais c'était un management très direct. Alors c'était pas tout noir ou tout blanc, mais presque. Ouais. Donc c'est assez limite. Mais moi, j'ai apprécié. Moi, je suis quelqu'un de très direct, très cash. Donc, j'aimais bien qu'on me dise quand ça va bien, ça va bien. Quand ça allait un peu moins bien ou qu'il y avait des choses qui étaient moins bien faites, qu'il fallait corriger, au moins, c'était clair. Je savais où je devais aller. Et on passait pas par 4 chemins à me dire, il faudra améliorer ici. Non, c'est ça, il faut faire ça, il faut que ce soit comme ça. Ok, très clair. Ouais, donc ça te convenait moi, personnellement, ça me convenait. Et c'était enrichissant de voir quelque chose de différent. Et c'est quelque chose que j'utilise, pas le côté très direct, mais que j'utilise dans ma relation avec mes employés aujourd'hui. C'est exprimer clairement les choses quand il y a un sujet à exprimer. Ouais. Et ne pas se dire... parce qu'on peut réfléchir 25 fois la meilleure manière d'exprimer les choses. La meilleure manière d'exprimer les choses, c'est juste de les dire. D'utiliser les mots simples, basiques, qui vont exprimer la chose, plutôt que de mettre des adjectifs ou des adverbes qui vont diluer le message, qui au final ne va pas être compris, qui va manquer au final de clarté. Au moins là-bas, c'est clair.
Et tu étais à une époque compliquée, si je dis pas de bêtises. Crise des subprimes. Je suis arrivé en août 2008, donc si je dis pas de bêtises, c'est septembre, la chute de Lehman Brothers à New York. Donc ça faisait un mois que j'arrive dans l'entreprise et nous on administrait des fonds spéculatifs. Et donc du coup, chute de Lehman Brothers, donc écroulement de la bourse. Bon, bref, on l'a tous vécu. Bon, moi, j'étais protégé, j'étais stagiaire, je coûtais pas très cher, j'étais pas très inquiet pour moi. Mais c'était la panique totale. C'était la panique totale. Je me rappelle, on appelait les investisseurs des fonds, les gestionnaires de fonds. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On perd de l'argent? Bah oui, on perdait de l'argent. On parle de pas quelques euros là. On parle de dollars dans l'occurrence. Et pour une petite histoire drôle, c'était en même temps la mort de Michael Jackson. Et j'ai appris la mort de Michael Jackson en call avec un client en apprenant la mort et j'étais choqué plus par la mort de Michael Jackson que la crise. Bon, ça c'était pour la petite histoire drôle. Mais c'était... Non, mais surtout sur la crise des subprimes, c'est quelque chose d'assez impressionnant et disons que je manageais des fonds et je les évaluais. Je les valorisais via les cours de bourse, etc. Bien sûr. Je pense que j'ai jamais vu de progression entre le moment où je suis arrivé et la fin. Parce que j'ai passé 1 an et demi. T'es resté 1 an et demi, Il n'y a que vers la fin où ça commence à aller mieux, mais pendant 1 an, c'était qu'une descente aux enfers pour beaucoup de fonds. Ouais, donc t'étais pas au meilleur moment, en tout cas dans le métier que tu faisais, en tout cas hyper apprenant. Parce que je pense que on apprend dans le dur. Ouais, c'est ça. On apprend dans le dur. Et c'était... moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'était pas fun tous les jours. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui perdaient de l'argent. Bien sûr. Après, c'est des gens qui avaient des moyens, mais malgré tout, c'était quand même, ça impactait quand même beaucoup de gens et plus que juste les microcosmes dans lequel on était. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, tous les jours, c'était... On apprend en fait à relativiser certaines choses. Et donc, du coup, à prendre du recul et en se disant, bon, bah, demain, il y aura... On sait très bien que ça va pas bien se passer, donc c'est pas grave. On ira quand même et puis on va faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Ce qui est très utile pour maintenant dans ma vie... actuelle, dès qu'il y a des problèmes à gérer qui sont plus importants que ceux de l'époque, de prendre un peu de recul, de philosophie et de prendre le temps de réfléchir à certaines choses et comment prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est sûr que pour le coup, là, tu étais à bonne école en y étant en 2008 pendant 18 mois. Et est-ce que ça a été dur de revenir en France pour le travail? Est-ce que tu t'es dit, waouh, j'ai connu quand même plein de pays, plein de méthodes, justement, on parlait des méthodes de travail. Est-ce que tu as eu un peu peur de ce retour? Alors, je ne suis pas vraiment parti du système anglo-saxon parce que la boîte dont je suis dirigeant, quand je me suis fait embaucher par le CEO de l'époque, est australien. Ok. Et notre fondateur est irlandais. Et pour la petite histoire, à Londres, mes 2 anciens boss étaient irlandais. J'avais un peu l'habitude des méthodes de travail. Ça reste des méthodes de travail anglo-saxonnes, donc ça se ressemble beaucoup sur les méthodes de travail entre l'Angleterre, les États-Unis, les Irlandais, etc. Ils ont un peu la même façon de penser. Ok. Donc j'ai pas eu de changement sur la façon dont on me manageait. Par contre, le changement, c'était par rapport aux gens que j'allais manager à l'avenir. Oui. Et j'avais pas d'expérience de management en tant que tel dans les pays anglo-saxons, mais j'avais vu choses qu'il fallait faire ou que je ne pensais ne pas faire. Donc du coup, j'ai un peu adapté mon management à la culture française parce que je suis français, donc je connais bien comment ça fonctionne dans ce pays. Mais en même temps, en utilisant les bonnes choses qui pour moi étaient les bonnes choses des pays anglo-saxons que j'ai vus. La difficulté... En fait, j'ai pas eu de difficulté à faire la transition parce que je suis arrivé dans un contexte où j'ai dû tout construire par moi-même, donc j'ai pu choisir. Par contre, ce que j'ai appris, une chose qui était hyper intéressante, c'était ça mon point, c'est ne pas recruter que sur le CV. Ouais. Mais recruter sur la personne qu'on a en face de soi. Le CV, moi, ce que je reproche au système français, c'est surtout dans les grosses entreprises, j'aurais peut-être pas dire ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est très scolaire. Et en fait, on en parle souvent dans ce podcast-là. Le système français est très scolaire. À l'école, bon, c'est l'école, mais quand je vois comment l'école, l'université, c'est en Norvège, par exemple, où j'ai été, on n'a quasiment pas cours. C'est tout sur du projet, bien sûr, sur de la présentation orale, sur trucs. C'est en train d'évoluer en France, parce que je vois, j'ai des enfants à l'école, mais c'est en train d'évoluer, mais c'est un peu lent. Mais là-bas, l'oral est le plus important que l'écrit, par exemple. Bien sûr. Je dis pas que l'écrit, c'est pas important, surtout dans notre langue. Mais on met en avant plein de choses sur la confiance en soi, sur la capacité à se vendre, la capacité à être aussi. Et moi, quand j'ai recruté en France, je me suis dit, je vais pas faire pareil. Je vais pas recruter sur tu viens de telle école d'ingénieur, tu viens de telle école de commerce. Ah, tu fais partie du top 5, tu vas être dans cette grille-là. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je l'ai vécu, donc je sais. Tu fais partie pas des 20 premières. Ah, tu vas être dans cette grille-là. Mais tu auras le même poste que celui qui vient des top 5. Et les mêmes responsabilités. Et les mêmes responsabilités, mais tu es payé 5, 10, 15, 20% moins bien. Sans raison apparente. À part parce que, ah oui, désolé, dans mes études, j'ai pas fait le petit truc en plus. Mais au final, est-ce que j'ai pas les mêmes compétences ou les mêmes capacités à apprendre?
Du coup, l'avantage, c'est que moi, quand je pris une boîte en France, je me suis dit, bah, moi, je vais faire la méthode anglo-saxonne, en quelque sorte. C'est que je vais regarder le CV, bien sûr, s'il y a une cohérence, Bien sûr. s'il y a un profil intéressant, s'il y a Oui, des oui, choses ça qui sont reste une base. Ça reste une base. Mais après, moi, je fais un entretien, je me rappelle jamais dans l'école où j'étais. Et moi, j'ai ma manière de faire les entretiens, c'est que je viens en mode un peu freestyle. Je sais avec qui je vais parler quand même, etc. Mais le but, c'est d'avoir une conversation. Mm. Je pose pas les questions, quelles sont tes 3 faiblesses, quelles sont tes 3 qualités. Quelle horreur, oui, quelle horreur. Et je comprends pas je sais pas si c'est encore fait ailleurs, mais je pense. Je crois malheureusement que ça existe. Moi, je le fais sur le feeling. Pas uniquement, je le fais quand même sur des compétences. Je vais challenger, poser des questions, etc. Mais je pense que si on a une bonne conversation, bah, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que avec la personne, il y a quelque chose qui se passe. Et après, il faut se dire qu'avec cette personne, on va peut-être travailler tous les jours. Mais bien sûr. Donc si ça se passe pas bien pendant une conversation d'1 heure, comme on est en train de faire ou en train de prendre un café, bah, comment ça peut, même si la personne, elle est parfaite, elle est hyper intelligente, elle vient d'une super école, comment ça va se passer dans la vie de tous les jours? Parce qu'au final, on passe plus de temps au bureau que chez soi. Donc comment ça peut bien se passer? Et puis tu es amené à manager cette personne. Oui. Donc si dès cette heure de discussion, tu sens qu'il y a une tension ou en tout cas qu'il n'y a pas de fit, j'ai envie de dire. Qu'on s'ennuie. Ouais. Eh ben, dans ces cas-là, obligatoirement, ça risque d'être compliqué dans la durée. Ah mais carrément. Et pour le coup, donc ça, tu te l'appliques et c'est ce que tu fais pour recruter. Est-ce que quand t'es arrivé chez Talker, t'as eu la chance de pouvoir recruter tout le monde. Ok, alors ça c'est cool. Maintenant un peu moins parce que j'ai des équipes qui s'en occupent, mais j'ai recruté toutes les personnes. Ça c'est chouette. Qui ont été plus ou moins validées, on était plusieurs, mais j'avais le dernier mot, ou en tout cas si je disais non, c'était non. Mais ce qui est un peu différent, tu vois, que de reprendre une structure où tu viens avec cette casquette, mais l'équipe elle est en place. Oui. Je dis pas que c'est... Que ça marche pas, bien au contraire, mais il faut aussi souvent une autre étape qui est de te faire accepter en tant que nouveau, et puis tu sais pas toi qui est mine de rien à la base de leur arrivée. C'est vrai que c'est sûrement un peu plus cool de pouvoir être à l'origine. Alors j'ai pas expérimenté l'autre, donc c'est dur de parler, mais j'imagine bien les difficultés, parce qu'il peut y avoir quelqu'un aussi en interne qui voulait le poste, qui l'a pas, qui crée des frustrations, qui appréciait des autres, donc il peut créer un état d'esprit, un état d'esprit global qui peut être négatif vis-à-vis de la personne qui arrive. Je l'ai pas vécu, tant mieux pour moi, peut-être que ça m'arrivera un jour, mais je pense que le challenge est intéressant pour le coup, justement de montrer qu'une autre vision des choses peut apporter quelque chose. Oui, l'avantage c'est que de mon côté, j'ai recruté toutes les personnes que je voulais, qu'on m'a présentées. Alors je passais par des cabinets de recrutement bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que à chaque fois je rencontrais la personne, j'ai décidé ou pas, et à chaque fois je l'ai beaucoup fait, pas qu'au feeling, mais la partie feeling et le fit était très important, donc j'ai pu construire la boîte un peu à l'image de comment je veux être, de comment je vois les choses pour avancer, pour construire et faire grandir la boîte. Et ça, pour le coup, c'était vraiment une nouvelle responsabilité pour toi de devoir tout créer, j'ai envie de dire, presque de A à Z. J'ai jamais pris de cours de management, parce que j'ai fait de l'ingénieur, on avait des cours de management, mais bon... Oui, les 6 modèles de management directif. Ouais, mais je les ai même pas eu, je pense, à ce niveau-là, parce que j'ai fait école d'ingénieur en 2003-2005, quelque chose comme ça. 2004-2006, ouais, 2004-2006. Donc à l'époque, le management en école d'ingénieur, on n'en parlait quasiment pas. Oui. On en parle un peu, maintenant on en parle, mais à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. Après, j'ai fait de la finance, donc on parle pas de management non plus. Et surtout que c'est très descendant dans le monde de la finance. Oui, et puis tu es dans la technique, là, tu as besoin d'avoir les... Ouais. Donc je suis arrivé, zéro expérience. Mais je pense qu'on peut donner tous les cours qu'on veut. Déjà, on peut apprendre, mais je pense qu'il y a un côté naturel aussi. Un peu comme l'anglais, finalement, il faut être dans le bain. Ouais, ouais, y a pas... En fait, tout ce que j'ai appris à utiliser, je l'ai appris par moi-même presque. Non, j'exagère, mais... Non, mais j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose en toi où tu savais que tu pouvais le faire. Si ça avait été trop insurmontable, c'est pour ça que j'y étais. C'est pour ça que j'y étais, c'est que voilà. je suis arrivé à une époque de ma vie où j'avais 30-31 ans. J'allais sur mes 31, je me suis dit, ça y est, j'ai la trentaine. Maintenant, j'ai la quarantaine, bon bref. J'avais la trentaine. Est-ce que tu continues dans la finance, mais il faut que tu prennes plus de responsabilités, il faut que tu évolues? Ou est-ce que tu fais autre chose? Il s'est présenté cette occasion où on m'a présenté le développement d'un pays, le lancement d'un nouveau pays, donc prendre plus de responsabilités. Moi, c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai appris, parce que j'ai une vision financière, j'ai une vision ingénierie, donc certaines choses, ça peut aider sur structurer, organiser. Et après, c'est faire du management. Bien sûr. Mais du management, pour moi, c'est de l'humain. Et l'humain, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et je pense qu'il y a plein de gens on peut apprendre toutes les techniques de management du monde. Ah, mais je suis d'accord. Si on n'est pas sympa, on n'est pas sympa. Et je ne dis pas qu'un manager doit être sympa, mais il doit être capable de faire passer un message et être capable de le communiquer.
et d'avoir une certaine, pas sympathie, mais empathie. Mais il faut quand même, il faut aimer le contact humain. Oui, oui, moi j'appelle ça de l'intelligence relationnelle. Oui, tout à fait. Tu vois, d'avoir cette capacité de se dire avec telle personne, je sais que je peux être comme ça avec elle, avec cette personne-là. C'est pas faire une différence parce que ça peut être mal compris ou mal lu par les gens, mais en tout cas de se dire avec lui, je sais que je peux aller jusqu'au bout, Ouais. je peux aller lui dire vraiment cash. Là, il va falloir que je mette un peu plus de rondeur, mais la finalité sera la même. Et puis effectivement, avoir envie aussi d'embarquer une équipe avec soi parce que ça, je trouve qu'on est arrivé dans une j'allais dire une société, je sais pas si c'est le bon terme, mais où il y a des gens où l'étape suivante, c'est la responsabilité, c'est le management, et ils veulent pas y aller. Ouais. Parce que ça, c'est des contraintes quand même de manager une équipe, c'est prendre, effectivement, alors d'un côté, tu as plus de responsabilités, de l'autre, tu as peut-être plus d'ennuis aussi, parce que, mine de rien, c'est récupérer Ah oui, t'as aussi plus le d'ennuis, poids c'est certain. émotionnel de chacun des bonhommes avec qui tu travailles. Et ils vont peut-être pas vouloir être tous les jours aussi performants que toi tu l'attends, ou ils vont peut-être venir avec leur sac de soucis, et puis il faut que tu les portes avec eux. Enfin voilà, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, c'est sûr. Mais quand on parlait de management et des cours de management, etc., après, on a suivi des formations en interne sur les différents profils, rouge, bleu, vert, jaune, les disques, etc. Et en fait, ça a mis des mots où ça a donné du visuel par rapport à ce que je savais, par rapport au profil des gens. Donc ça permet de confirmer. Et comme tu disais, moi, je me suis toujours adapté à qui je parlais. Bien sûr. En face de moi. Il y a des gens avec qui je peux être très direct. J'ai oublié de dire bonjour. Alors, je sais que c'est pas bien, mais parfois on envoie des WhatsApp, on est tellement pris dans le temps, dans le stress. Bien sûr, on est tous. Et parfois j'envoie la réponse et je fais bonjour, ça va après. Parce que je me dis, mince, Alex, t'as oublié encore une fois. Moi, ça m'arrive souvent. Mais je m'en rends compte au moins. C'est déjà bien. Avant, je m'en rendais même pas compte. C'est comme le merci 2. Faut arrêter de dire merci 2. Parce que le merci 2, il passe bien le please en anglais, quelque chose. Ouais. Mais le merci 2, il passe pas du tout en français. Il passe pas. Enfin, c'est pas qu'il passe pas, c'est que, en fait, tu cache derrière le merci le fait que de toute façon tu vas demander voilà exactement. Donc en fait le mets pas, ça sert à rien. Ouais, c'est plus simple d'aller directement qu'est-ce que t'attends de moi, quoi. Mais du coup, ouais, on a mis des mots sur tout ça, et donc j'ai toujours adapté ma communication aussi. Ce qui est important pour moi en tant que manager, ça a été aussi d'expliquer aux gens qui percevaient pas mon message de la même manière que moi je l'imaginais, leur expliquer comment j'étais. Et moi, je me rappelle avec une de mes employées qui est toujours chez nous, ça fait 7 ans qu'elle est chez nous, d'un moment de lui dire, on a été voir un client ensemble, et j'en ai profité pour parler, parce qu'il y a un manager entre elle et moi, mais je lui ai dit, viens, on va voir le client ensemble, on a profité pour parler avec elle. Et je lui ai dit, tu sais, je suis direct, mais c'est pas parce que je suis pas respectueux, que je suis pas bienveillant, que je ne pense pas bien-être au travail, etc. C'est juste ma manière de communiquer. Donc voilà, je te le dis, comme ça tu le sais, comme ça ne sois pas vexé ou te sens pas mal à l'aise vis-à-vis de moi, parce que à un moment je suis peut-être un peu directif, parce que je suis très rouge pour le coup, ça doit se ressentir un peu, mais je voulais lui expliquer parce que je pense que c'est important de mettre des mots sur les comportements de chacun pour qu'ils comprennent et qu'ils s'adaptent, que moi aussi je m'adapte. Je lui dis, moi je vais faire des efforts aussi, je vais m'adapter, je vais faire en sorte que mon message se passe mieux, que ce soit en corrélation avec ce que toi tu attends et par rapport à la façon de toi de voir les choses, parce que tout le monde est différent. Mais sache que parfois je peux déraper, même si c'est pas vraiment des dérapages, c'est ma manière de communiquer, donc le prends pas mal. Ouais, moi j'ai même tendance parfois à être un peu excessive aussi côté salarié, c'est-à-dire qu'on attend beaucoup de ses managers, mais il y a un moment côté salarié, ce mode de communication, de fonctionnement ne te convient pas. Il y a un moment, tu peux pas tout demander à l'autre, ça ne te convient pas. C'est peut-être à toi aussi de te poser les bonnes questions, tu vois, parce que on met toujours la responsabilité que d'un côté, mais moi, je dis souvent, c'est une relation, et dans une relation, on est deux. Et donc, il faut que ça soit dans les deux sens. Donc, tu peux pas tout demander non plus au manager. En tout cas, lui, il a sa responsabilité, c'est t'accompagner, c'est de te faire monter en compétence, c'est de te faire passer les bons messages. Mais il y a un moment, en fait, ça peut pas être que dans un sens. Il faut que ça soit dans les deux sens, quoi. Non, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle beaucoup de management descendant, management transversal. Plus personne veut du management descendant. Ou en tout cas très peu de personnes, mais en tout cas, il y a pas le réflexe que si tu veux plus descendant, il faut donc du coup que ça aille dans les deux sens. Exactement. Si c'est transversal, c'est du partage. C'est pas uniquement il y en a un qui donne et l'autre qui fait que recevoir. Exactement. En attendant rien. Du coup, ça reste descendant. Et parfois, dans les réactions de certains, alors c'est en train d'évoluer, dans les réactions de certains, c'est un peu ça, mais je trouve que ça a dû... Moi, c'est ce que je dis à mes managers ou aux gens de mon équipe, c'est aussi à vous de me manager. Ouais. Et si à un moment il y a des trucs qui vont pas, dites-le moi. Et moi je suis toujours dans la transparence, c'est-à-dire que je me rends compte que parfois on peut prendre une mauvaise décision, pas avoir pris la bonne décision, pas avancer dans le bon sens. C'est reconnaître et de faire un mea culpa, de dire ouais c'était pas une décision, mais moi j'ai pris une décision. Oui, de toute façon t'as pas le choix, il faut tester. Ouais, exactement.
Donc, oui, c'est comme ça qu'on avance. Ce que je leur dis toujours, la pire décision à prendre, c'est de ne pas en prendre. Ouais. Il vaut mieux se tromper, parce qu'au moins tromper, on sait qu'on s'est trompé, on peut corriger. Si on ne prend pas de décision, on ne sait pas où on va. Et je pense que les gens oublient un peu ça. Et pour moi, c'est pareil, par rapport aux salariés, c'est parfois prenez des initiatives. Attendez pas toujours que votre manager valide, etc. Même si, vu mon profil et le profil de certains dans mon équipe qui me ressemblent sont un peu comme ça, je leur dis à un moment, faites-le. C'est pas grave. Tant que tu me fais pas couler la boîte, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Bon, si tu me fais perdre 1 million d'euros, je vais peut-être mal réagir pour le coup. Mais si c'est juste, il y a un process qui a sauté et on a un jour de retard pour processer quelque chose, je vais dire, bon, c'est embêtant, mais c'est pas la fin du monde. Oui, bien sûr. Mais au sûr. moins, tu auras peut-être appris quelque chose, tu auras peut-être trouvé une nouvelle manière de faire avancer les choses et de faire fonctionner les choses. Et comment tu es rentré dans une structure très tournée marketing quand toi, tu venais de la finance finalement? Est-ce que ça a été? Est-ce que c'était un grand bouleversement pour toi? Je me pose encore la question 11 ans plus tard. Parce que en fait, c'est tombé par hasard. En fait, j'ai postulé pour un emploi, ce qui était développer cette société à Lille. Et c'est le seul emploi pour lequel j'ai postulé à Lille. Je suis entré dans une boîte, c'est une boîte qui fait de l'acquisition en face à face, donc beaucoup de porte-à-porte, etc. Moi qui viens d'un milieu financier, de Paris, porte-à-porte, je suis là, mais qu'est-ce que... Ça existe encore? Ouais, mais exactement, c'est exactement. Ça existe encore, il y a encore des gens qui font ça. Mais moi, j'ai vu plus loin que ça. J'ai vu le développement d'un pays, j'ai vu l'opportunité pour moi de grandir, de grandir, d'apprendre, de toucher un peu à tout, etc. Donc je me suis dit, j'ai été voir quand même ce qui se passait avant de rejoindre la société. Et du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Et j'ai pas été surpris après, parce que j'étais voir un bureau de vente, comment ça se passait, les réunions, donc très anglo-saxon, très pas à l'ancienne, parce qu'on est très moderne par rapport à d'autres boîtes de porte-à-porte, mais d'acquisition face à face, parce qu'on fait pas que du porte-à-porte, même si ça reste le cœur de métier. Mais je me suis dit, ouais, mais il y a quelque chose à faire. Mais la transition, elle s'est faite assez naturellement, parce que moi, ce que j'ai retrouvé, c'est le côté humain, et c'est un peu ça qui m'avait manqué du côté finance. C'est ce côté, je suis arrivé dans une société où il y avait des gens de différents horizons, de différentes cultures, de différents milieux sociaux, différentes intelligences, différents. Et moi, c'est ce qui me manquait un peu dans la finance, où oui, il y a différentes cultures, mais c'est très segmenté, très standardisé, très scolarisé, où chacun a son rôle, on ne dépasse pas son rôle. C'est très logique. Alors, c'est un côté que j'aimais bien. Du côté intellectuel, c'était très bien, c'était excitant. Oui, parce que d'un côté quand même culturel avec des gens, et différenciant, je trouvais pas. Et on donne pas la chance à tout le monde. Nous, on est dans un business où on prend de l'entrepreneuriat, on travaille avec des indépendants, on prend de l'entrepreneuriat. Donc, on donne notre chance à tout le monde. Beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens échouent. Mais au final, dans les grandes boîtes, il y en a qu'un qui finit PDG aussi. Bien sûr. Donc, au final, on a toujours l'impression que l'indépendance, l'entrepreneuriat, c'est moins protecteur. Certes, c'est moins protecteur, mais la chance, elle est donnée à tout le monde de la même manière. Oui, pour le coup, par contre, tu peux plus facilement Sauf qu'il y a plus de chances de réussir quand on est indépendant, parce que c'est, surtout vu notre modèle, c'est donner la chance à tout le monde. Donc, ce qu'on demande, c'est pas des compétences techniques, on demande surtout des soft skills et surtout d'être motivé, d'être prêt à travailler dur. Et c'est ça que j'ai aimé, cet état d'esprit très différent, différentes approches de la finance, mais sur la point de vue purement technique, il n'y avait rien qu'on ne pouvait pas apprendre avec le temps. Bon, j'ai appris avec le temps, mais rien qui était très différent. C'était très différent, mais rien d'incroyable techniquement. Ouais. Après, j'ai suivi un executive MBA il y a quelques années pour justement me remettre à jour sur des sujets plus stratégiques, sur de la finance un peu. Alors, c'est là où j'ai mes meilleures notes, heureusement. C'est ce que j'allais te dire. Mais après, j'ai eu des cours de marketing, des cours de finance. J'ai fait l'executive MBA à l'EDEC, justement, à Lille. Et ça a été vraiment un gros game changer pour moi dans mon évolution professionnelle. Et j'ai plus été pour le côté soft skills que pour le côté hard skills. Parce que le côté hard skills, c'est pour moi, tout le monde peut apprendre. On peut tout apprendre. Mais apprendre à se comporter, à avoir des attitudes différentes, c'est un travail sur soi-même qui est beaucoup plus dur. Et on a besoin des autres pour apprendre. Maintenant, on peut apprendre le marketing. Il suffit d'acheter le marketing pour les nuls, d'aller en ligne, de suivre des cours en ligne. On a besoin de personne en face. Quand on fait sur le soft skills, on a besoin de gens pour nous aider, nous accompagner dans le process. Surtout quand tu gères effectivement en plus une trentaine de personnes, c'est plus qu'utile, quoi. Mon staff me l'a dit qu'après avoir fait ces 2 années, on sortit une transformation sur ma façon d'aborder les choses, de réfléchir et de prendre le temps. Je suis un impulsif, donc ça m'a pris... Maintenant, je réfléchis avant d'agir. Ça, c'est pas mal, mais ça a dû être pas évident, par contre, le changement. Parce que quand on est habitué, tu sais, à fonctionner d'une certaine manière, c'est difficile ça ressort, mais j'arrive à le stopper.
C'est dans mon cerveau, c'est là, je fais non, tu attends, tu réfléchis, tu prends ton temps, tu respires, tu laisses faire les choses et tu vas prendre la décision après, plutôt que de réagir. Parce que si je dis pas de bêtises, pendant ce type de MBA, en fait, vous êtes challengé sur un certain nombre aussi. Vous n'avez pas que des cours, je sais même pas si on appelle ça des cours, mais vous avez pas mal de cas entre vous. C'est quoi? C'est des promos de 10-15 personnes? On était 15, nous. Ouais, c'est ça. On était 15-20, quelque chose comme ça. Alors nous, on a commencé 2 semaines avant le début du confinement. Ah oui. Donc, timing parfait. Alors, première semaine, c'était bien, semaine d'intégration, avec des cours d'économie avec un ancien directeur du FMI d'une région d'Asie, je crois, qui a travaillé avec Christine Lagarde à l'époque, donc brillantissime. Donc, on commence à avoir les cours, d'avoir des gens brillants qui nous parlent, parce qu'ils sont quand même des très bons professeurs à l'EDEC. Donc, c'est hyper excitant. Bon, bien confinement, donc ça casse un peu le truc. Donc, du coup, on commence à suivre des cours en ligne. Alors, on a eu de la chance pendant les 2 ans, même si le campus était fermé, on était la seule promo à être autorisé à aller sur place. Ah ouais. Donc on portait le masque, etc. Mais on était quand même en présentiel. Génial. Ah ouais. Donc du coup, ça change. Mais surtout dans un groupe de 15, et puis surtout sur ce genre de sujet. C'est ce que j'allais te dire. C'est quand même un format qui marche bien en étant ensemble. On a besoin d'être ensemble. Et donc, comme tu disais, sur le format, c'est que oui, il y a des cours, mais après, on a des études de cas à faire en groupe de 4-5. Et on avait à chaque fois 3-4 études de cas à faire sur chaque trimestre. Et ça a duré pendant 1 an et demi. C'était hyper... ça prend du temps quand même. Tu as réussi à bien gérer. Vendredi, samedi, 2 fois par semaine. Toutes les 2 semaines. Ouais. Plus le travail à la maison. C'est ça. Ça prend du temps. Moi, j'ai la chance, c'est d'apprendre assez vite et d'emmagasiner vite et de produire vite. Donc, du coup, ça m'a pris peut-être moins de temps que d'autres. Il y avait des sujets type la finance qui a été très compliqué pour plein de gens qui font du marketing. Bien sûr. Alors, passer de marketing à finance, c'est un peu plus compliqué, je pense. Alors, je dis pas, c'est pas pour dénigrer, mais... Non, mais on est d'accord. Mais la finance, ça reste très obscur pour beaucoup de gens. Faut pas oublier en plus que toi, si je peux dire, t'es encore jeune et donc la capacité d'apprentissage, elle est pas si loin que ça. Il y en a certains qui doivent être plutôt sur la quarantaine, voire un peu plus, non? Alors moi, j'avais pas la quarantaine à l'époque, maintenant je l'ai passé. Oui, non, mais dans ta promo? Ouais, dans la promo, mais non, c'était entre 35 et 45. Ok, oui, bah donc... Ouais. Mine de rien, au bout d'un moment, c'est plus difficile de s'y remettre, tu vois. Surtout quand il y a des gens, ils n'avaient pas obligatoirement ça faisait que 10 ans qu'ils étaient dans la même boîte ou 15 ans, donc ils sont très bloqués en quelque sorte sur leur métier. Dans les process qu'ils connaissent depuis 10 ans. Par contre, ça leur a ouvert l'esprit aussi, ça les a transformés. Bien sûr. Mais du coup, pour revenir à la question, ça prend beaucoup de temps, c'est consommateur de temps, d'énergie. Mais je l'ai fait une période de ma vie où c'était bien, j'avais ma fille qui avait 1 an et demi. Alors du coup, pour les cours en ligne, comme ma femme travaillait parce qu'elle était médecin, du coup, devant le Covid, elle travaillait un peu pour le coup. Donc moi, j'étais seul à la maison avec ma fille à gérer ma boîte, qui était, vous imaginez, porte à porte. Bien sûr. Il n'y en avait plus. Ouais. Donc, trouver des solutions. Donc, on s'est transformé en centre d'appel géant en peu de temps. Et exploit, c'est que même une boîte qui faisait porte à porte, on n'a pas perdu d'argent. 1 mois. Il n'y a même pas 1 mois, on a perdu de l'argent. On a réussi à faire 0 et gagner un peu d'argent le mois suivant, sur les 2 mois de fermeture du porte à porte. On a été assez intelligent pour arriver à transformer avec un enfant qui avait 1 an et demi dans les pattes. Mais bon, on a passé des bons moments. Du coup, on est très proches. Et après, je suivais mes cours avec ma fille sur les genoux. Mais tu devais pas être le seul, j'imagine. Non, j'étais pas le seul. Donc, je vais pas me plaindre. Mais souvent, les autres avaient leur partenaire, ou leur femme, ou leur mari. Oui, là, pour le coup, toi, t'avais vraiment... Moi, quand elle était au travail, elle était au travail. T'étais vraiment avec la compagne qui était la plus occupée pendant cette période-là. Ouais. Quoi. Mais après, j'en garde que des bons souvenirs. Ouais. Franchement, c'est une période très stressante, mais moi j'aime bien, donc franchement, moi j'en garde des bons souvenirs. C'est dur, ça peut être dur dans la vie perso et pro parce que c'est quand même challengeant. Mais au final, j'en ressors que du positif. J'en ressors grandi en tout cas. Et c'est intéressant, là, pendant le Covid, tu disais, vous êtes passé du porte-à-porte au centre d'appel. Vous avez gardé un peu cette partie centre d'appel, justement? On avait déjà le centre d'appel, mais juste pour valider après la signature d'un donateur. Ah oui, ok. Après, on a essayé de garder certaines choses qu'on avait faites durant le truc, mais après, on n'a pas continué parce que c'est pas notre métier. Oui. Là, c'était vraiment, on avait une plaie, on a mis un bandage et on attendait que l'hôpital ouvre pour y aller. Sans vouloir faire d'amalgame avec l'histoire. Oui. Mais pour le coup, et puis ça a fonctionné puisque tu disais que tu n'avais pas perdu. C'était bancal. Ouais. Ça a demandé beaucoup d'heures de travail parce que c'était pas notre métier, mais ça nous a permis de sauver les meubles. Bien sûr. Donc j'ai envie de dire, dans une période comme celle-là, c'était l'objectif principal et il avait été atteint. Et dans ton parcours, il y a d'autres, j'ai envie de dire, trajectoires très différentes parce que on parlait de BNP à Philadelphie, là aujourd'hui Talker, où tu travailles avec beaucoup d'assos. Pareil, est-ce que ça te change ton quotidien de travailler pour des assos, en tout cas d'accompagner
Alors, j'ai pas mis un costume depuis que j'ai quitté la finance. C'est le premier point. Non, mais c'est Et très bête. j'imagine positif, enfin en tout cas Dans un sens, oui, c'est bien. Non, mais du coup, c'est plus. C'est dans un milieu qui est complètement différent. En Ouais. finance, c'est très cadré, Bien très sûr. structuré, très. Bah voilà, tout le monde est en costume, en veste, en chemise, au bureau. Dans le caritatif, je me rappelle les premières réunions où j'arrivais en costume. À un moment, les gens, je me regardais, je pense que je dénote, je vais pas Ouais. du tout dans le modèle. Je vais peut-être revoir je vais peut-être m'habiller comme je m'habille tous les jours plutôt que de m'habiller en mode très corporate. C'est très différent, le monde est très différent, les gens qui travaillent sont très différents. Selon les assos, ils sont aussi portés par une cause, ils sont aussi Ouais. portés par un intérêt public. Bien sûr. Quand en finance, c'est porté par l'intérêt financier, sans vouloir dénigrer, parce que moi, j'ai très Non, j'ai très bon, c'est pas la question. des Hein. bonnes, ça reste des bons souvenirs pour moi. Mais le côté caritatif, très différent dans l'approche, mais après, ça m'a pas dérangé parce que j'ai toujours gardé ma personnalité. J'ai toujours été direct, j'ai été transparent et j'ai pas changé mon discours parce que je m'adapte avec qui je parle en face. Mais après, je reste moi-même. Donc, au final, ça n'a pas été une transition très difficile. Après, c'est sûr qu'on parle à des gens qui n'ont pas les mêmes attentes, les mêmes envies, la même chose. Mais après, il faut garder à l'esprit qu'une association, pour moi, j'ai découvert ça en rentrant dans ce milieu-là, c'est que c'est géré comme une entreprise parce qu'il y a des salariés dans la plupart des associations. Après, ils ont des gros réseaux de bénévoles, comme certains de mes clients. Mais il reste des salariés, donc c'est géré qu'une entreprise. La différence majeure, qui est quand même conséquente, c'est que l'argent à la fin va pas des actionnaires, mais à des gens qui en ont besoin. Bien sûr. Donc c'est géré de façon de la même manière. Ils font attention à leur budget, comme une entreprise fait attention au budget. Ils managent leurs coûts, ils ont des directions financières, etc., etc. Mais l'argent qui est donné par les donateurs, généreusement, va pas dans la poche, mais va dans le but d'aider les gens. Bien sûr. Que ce soit des gens dans la rue, des gens dans d'autres pays, etc. Alors que dans une société, que ce soit de la finance ou autre, bon, ça va être des actionnaires ou des gens qui ont créé leur boîte. Et tu as tout type d'assos qui peuvent... Ouais, je travaille avec des assos qui sont dans le milieu médical, dans la protection animale, dans la protection de l'environnement, dans l'aide aux personnes, etc., etc. Dans les grands noms, hein, pour les citer, Médecins du Monde, Croix-Rouge française, Action contre la faim, WWF. Et donc, tu parlais de porte-à-porte, mais c'est aussi, par exemple, tous les jeunes qu'on voit dans la rue, par exemple, et qui te... Ouais, alors eux, c'est du street marketing. Ouais, tout à fait. Que nous, on fait pas. Ok. Nous, on fait que du porte-à-porte. En fait, on a été les premiers à lancer le porte-à-porte en France. Ça existait déjà dans d'autres pays. En France, on a réussi à craquer le truc. Ça avait été essayé, testé, mais ça n'avait pas fonctionné. Nous, on a craqué le truc, on l'a fait fonctionner. Donc, du coup, aujourd'hui, on fait que du porte-à-porte pour les associations. Mais c'est le même principe. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir les gens pour les sensibiliser à la cause de l'association, leur expliquer ce que fait l'association, pour les faire devenir donateurs réguliers de l'association avec un don de 15 ou 20 euros par mois via le prélèvement automatique. Et c'est pour ça qu'après, on fait des appels de bienvenue ce que tu disais tout à l'heure. Pour revalider tout ça. Et aussi, maintenant, on fait aussi pendant des salons. Donc, on fait pas mal de salons, type foire de Paris, foire de Lyon, foire de Marseille, salon des seniors, etc., où on a un stand, on représente une association. Et le but, c'est de parler aux gens pour leur faire devenir donateurs. Et pour le coup, qu'est-ce que tu en fait mets en place pour l'asso justement? C'est la structure qui leur permet de le faire? Alors on met en place tout le matériel marketing pour le mettre en place, donc on les conseille là-dessus, on crée avec eux tout ce qui est la pitch card. La pitch card, c'est le document marketing qu'on va utiliser à la porte pour créer de l'attention. Nous, on leur fournit toute la plateforme opérationnelle, donc on a notre propre outil de souscription en ligne. D'accord. Que les ambassadeurs, on les appelle comme ça chez nous, les recruteurs de donateurs sinon, qui vont utiliser sur le terrain. Et on définit. Et après, nous, on gère tout le reste. La gestion du territoire, dans quelle ville on va aller, avec quelles équipes, et on leur fournit les humains qui vont aller sur le terrain, rencontrer directement les personnes à leur porte, chez eux. Et donc, tu parlais de ton réseau d'indépendants. Ouais. Donc, c'est ceux qui vont justement après être en soutien des assos sur... C'est eux qui vont directement à la porte des gens. C'est ça. Qui sont, en fait, on a un réseau de franchise chez nous. On est structuré d'une manière assez unique. On a un réseau de franchise, donc des sociétés indépendantes qui sont en contrat de franchise avec nous, qui eux, après, recrutent et forment et coachent et développent les ambassadeurs sur le terrain. Et donc, c'est eux qui vont représenter la marque. Bien sûr. Et nous, en fait, on est là. Talker, en fait, notre rôle, c'est une plateforme, en quelque sorte, où on va fournir des clients, mettre en place l'opérationnel, faire le soutien opérationnel, le suivi, la qualité, etc., etc., pour le compte des clients. Et en fait, on joue le rôle d'intermédiaire entre les besoins du client et leurs objectifs. C'est ça. Et les besoins des ambassadeurs et leurs objectifs pour que tout le monde soit satisfait et qu'on puisse avoir une campagne efficiente.
Et donc, chacun de tes franchisés va récupérer tout le matériel que vous mettez à leur disposition. On construit avec eux. Ouais. Ainsi que la formation des ambassadeurs. La formation, c'est eux qui s'en occupent. Ouais. Ils s'occupent Oui, de la oui, formation ils s'en occupent, mais ils ont eu le matériel, on va dire, qui leur Exactement. permet de le En faire. tant que franchiseur, on Voilà. leur fournit tout le matériel dont ils ont besoin. Ouais. Et aussi, l'association les forme au début sur l'association, Bien sûr, sur la cause, sur le etc. message. Après, il y a des formations régulières. Les associations viennent nous voir, vont sur le terrain avec les ambassadeurs, voir comment ça se passe, etc., pour comprendre, etc. Et c'est le même modèle que tu vas retrouver dans d'autres pays. Tu parlais de ce modèle anglo-saxon. En Belgique, on a le même modèle, un modèle de franchise. Après, aux États-Unis, au Royaume-Uni, il n'y a pas de la franchise, mais c'est un même modèle de société indépendante. C'est pour ça qu'on est une entreprise qui prend l'indépendant et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on récompense les gens sur leur motivation, sur leur engagement, et on leur donne l'opportunité. On a un business d'opportunité aussi. L'opportunité de se développer, de devenir entrepreneur, d'avoir sa société en contrat avec nous pour leur fournir des clients, mais voilà, d'avoir leur propre entreprise, de pouvoir se gérer. Et on a beaucoup de success stories. On a beaucoup moi, j'appelle des gamins parce que j'ai 42 ans, mais qui avaient 23 ans, qui étaient hors du système, en quelque sorte, parce qu'il y a un système en France qui existe, bien sûr. et qui était hors du système parce qu'ils n'avaient pas fait d'études, parce qu'ils avaient eu des problèmes plus jeunes, bref, etc. Mais nous, on leur a dit, si tu es motivé et que tu veux bien travailler et que tu vas faire les efforts pour, certes, c'est consommateur de temps, certes, c'est très dur parce que faire du porte-à-porte, c'est dur, certes, c'est beaucoup d'heures, mais à la fin, tu peux réussir et tu peux y arriver. Il y en a peu qui arrivent, mais comme dans tout système, on est dans un monde qui est malheureusement inégalitaire, mais la réalité... Quand tu dis peu, c'est combien à peu près ? C'est difficile à dire, mais on va avoir une personne sur 1000 qui va devenir franchisée chez nous sur les personnes qu'on recrute. Et encore, c'est un chiffre, j'ai pas... Oui, mais c'est effectivement, pour le coup, mais bon, je me rendais pas compte, tu vois, de ce peu, mais effectivement, ça reste vraiment ça reste pas beaucoup. Ça reste pas beaucoup, mais ils ont tous leur chance. Oui, au départ, ils l'ont tous, on est d'accord. Mais après, la réussite, elle se mesure pas par tout le monde de la même manière. Nous, la réussite chez nous, on va la voir, c'est qu'il va devenir franchisé ou entrepreneur indépendant en contrat avec nous. Mais il y a des gens qui vont peut-être rester que 3 mois ou même 3 semaines. Mais leur réussite, c'est j'ai gagné confiance en moi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à valoriser et que j'aimerais valoriser, mais c'est très compliqué à mettre en place. Il y a des gens qui sont arrivés chez nous, ils étaient timides, ils étaient introvertis, ils n'avaient plus de relations sociales, ils étaient enfermés sur eux-mêmes. Ils ont passé un mois chez nous. J'étais à la porte des gens, je me suis pris 90 noms par jour, donc ça m'a renforcé. J'ai pris confiance en moi, j'ai développé des compétences personnelles, j'ai développé des compétences de vente. Derrière, je peux re-rentrer dans le système en quelque sorte. Exactement, c'est le tremplin. C'est le tremplin, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on valorise pas et qu'on met pas en avant, qu'on met en avant, mais tant qu'on met pas des chiffres, les gens regardent pas. Ouais. Parce qu'en fait, ils nous disent ouais, c'est des paroles. Bah oui, c'est des paroles, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui nous l'ont dit. Après, on n'arrive pas à le mesurer. Faudrait envoyer des questionnaires, tu sais, à 6 mois mais ou je sais pas. Les gens répondent pas. Les gens de 20, 25 ans, ils répondent pas. C'est les... SMS. Ouais, ou WhatsApp. Non, mais tu vois. Ouais. Mais, peu importe, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, ça, c'est un exemple effectivement, de bénéfice. Mais là, on parle de Toker, mais il y en a d'autres où il y a cette partie où effectivement, dans ton parcours, il y a un petit truc qui a fait que oui, là, ça n'a pas marché, mais ça a été déclencheur d'autres choses. Et ça, c'est hyper important. Finalement, tu vois, dans le parcours des gens, quand tu sais que tu as été la toute petite graine. Ouais, et surtout qu'on les forme vraiment. C'est en fait, on travaille avec des indépendants et on peut, et en toute honnêteté, on peut avoir des critiques sur notre modèle d'indépendant parce qu'ils sont payés à la performance, etc. Sauf que la différence avec les autres modèles similaires ou les autres plateformes, je ne les citerai pas, mais je pense que tout le monde comprendra, c'est que nous, on les forme. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés, ils sont formés, on passe du temps avec eux, ils peuvent avoir accès à tout le monde, à notre réseau, ils viennent dans les bureaux des franchisés, ils vont parler avec eux, il y a des formations qui ont lieu tous les jours. Donc ils ont accès à tout ça que d'autres plateformes ne fournissent pas de la même manière, et sans vouloir les critiquer, mais c'est pas pareil. Donc ils sont vraiment formés pour qu'ils puissent réussir. Bien sûr. Mais après, réussir, est-ce que c'est obligatoirement réussir chez nous ? Pour moi, c'est que les gens puissent réussir plus tard. Tant mieux si c'est chez toi, en tout cas. Si c'est chez nous, c'est tant mieux, ça nous arrange, c'est ce qu'on veut quand même, on va pas se mentir. Mais comme tout le monde ne peut pas se plaire chez nous, tout le monde ne peut pas aimer la façon dont on travaille et comment on travaille. Mais peut-être que s'ils réussissent ailleurs, au moins, c'est une petite victoire et pour dire, en fait, on forme bien les gens au moins. Ouais, donc c'est quand même un investissement pour vous. Ah oui, c'est beaucoup d'investissement. Et ça, c'est ce que les gens qui vont nous critiquer ne voient pas. C'est l'envers du décor. Mais bon, on n'est pas là pour justifier parce qu'on sait ce qu'on fait bien. Non, bien sûr. Mais en tout cas, d'un point de vue extérieur, de mon point de vue,
J'ai conscience que ça doit être quand même un Ça coûte beaucoup d'argent. investissement de votre part, en tout cas, de pouvoir essayer, en tout cas, d'emmener tous ces gens-là avec vous, quoi. Totalement. Et sur cette partie, tu m'as parlé au début, caritatif et pas uniquement aussi des marques commerciales. Alors on a deux autres secteurs d'activité. Il y en a un qui est le commercial, donc en fait c'est des marchés pour des marques commerciales. Mhm. Typiquement en Belgique, on travaille avec Bofrost, qui est une société de livraison de surgelés Ouais. à domicile. On travaille avec HelloFresh, Mhm. qui est très connu. Bien On sûr. travaille avec Proximus, un premier opérateur. En France, on peut travailler avec des sociétés d'énergie, des sociétés de télécommunications pour faire du démarchage à domicile. Et là, on a développé, ce qui est intéressant, un troisième secteur d'activité qui est le secteur public. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on répond à des appels d'offres de métropoles, de collectivités locales, d'agglomérations, ça peut être de régions, etc., Mhm. qui vont avoir des besoins de ressources humaines. Ouais. Typiquement, là, on vient de gagner, donc je peux en parler. On a gagné un appel d'offres il y a quelques semaines et on a commencé le premier samedi du Tour de France. On a gagné un appel d'offres de l'agglomération Cœur de Flandre, donc Ok. dans la région. Et le but, c'est de mettre en avant auprès de leur administré Ouais. leur nouveau bus. C'est-à-dire qu'ils ont Ok. une nouvelle ligne de bus qui s'appelle Hopbus, je crois, si je ne me trompe pas, ou qui passe entre les différentes villes, Béthune, Steenvoorde, toutes les villes de l'agglomération de Cœur de Flandre. Et donc, on met en avant. Et en fait, on a des événements, on a un stand qui est positionné où on présente aux administrés ce qu'a mis en place Cœur de Flandre pour les aider à se déplacer dans Pour les l'agglomération. sensibiliser, Et là, le samedi du Tour de France, quand c'était dans la région, ils sont passés à Béthune, je crois, et on Oui. avait un stand avec un grand bus qui montrait le bus. Et ça a attiré plein de monde. Et pour nous, c'est une super pub parce que c'est vraiment un secteur dans lequel on veut se développer. Ouais, c'est une grosse marche pour vous Ouais. possible. Ouais. Et puis voilà, et après, ça va être dans différents secteurs. Ça va être du distribution de flyers par rapport à l'agglomération, de faire du boîtage pour les magazines des agglomérations ou des villes. Ça peut être répondre à des enquêtes. Faire des enquêtes, Bien des sûr. enquêtes. On avait répondu à un appel d'offres sur des enquêtes fraude dans la ville de Marseille et de Lyon. On a répondu à de la MEL, on n'a pas gagné, mais c'était sur la gestion des déchets. Mhm. Donc sensibiliser la population de la métropole à comment gérer ses déchets, utiliser les bonnes poubelles, des choses comme Tout ça. à fait. Donc c'est des choses sur lesquelles on se développe et c'est un nouvel axe de développement pour nous qui peut être intéressant. Ça demande beaucoup de travail. Ouais. Donc j'ai une équipe qui travaille là-dessus, qui est dédiée là-dessus, qui passe beaucoup de temps. Mais voilà, Un appel d'offres, ça prend toujours beaucoup de temps. C'est très, très fastidieux. Ouais. Très fastidieux. Mais à force d'en faire, je pense que tu vas trouver des Notre automatismes. note est de mieux en mieux. Ouais. On avance dans le bon sens. Et on en a gagné un, donc on a mis le pied à Oui, l'étrier. donc là, pour le coup, Donc, ça du coup, y est, ça donne tu sais confiance que et ça peut marcher. On a commencé à craquer un peu le truc. Et pour le coup, pourquoi tu es parti là-dessus? Parce que tu as un de tes marchés qui commence un peu à être en berne. Je dis ça parce que, est-ce que la question sous-jacente, je vais y arriver, pardon, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui pour les assos caritatifs? Non. 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 T'as pas vu d'évolution sur ces années? Non, pas tant que ça. Alors les chiffres qui sont parus de 2024 ont montré une légère baisse, ou non, une légère augmentation du don, mais en dessous de l'inflation. Oui. Donc une légère baisse en net. Ouais, c'est ça. Par contre, le face-à-face se porte plutôt pas trop mal. D'accord. L'acquisition en face-à-face, donc ça inclut le porte-à-porte, le Bien street sûr. et ce qu'on appelle site privé, donc ça va être dans des centres commerciaux Oui. ou dans des grands magasins, des choses comme ça. Le début d'année est plutôt bon. Chez nous, le début d'année est plutôt bon aussi. Donc, et l'ensemble du secteur a l'air d'être plutôt satisfait de l'acquisition face à face. Hein. Après, Oui, il y a on d'autres- parle il y a toujours d'autres de ton- méthodes d'acquisition, Ouais, etc. ouais. Non, la raison pour laquelle on a développé ce nouvel axe, c'est déjà, pour se diversifier. Mhm. Parce que moi, je suis convaincu qu'il faut se diversifier. Il faut mitiger son risque. Je sais pas si on se dit mitiger son risque en français, mais Mm. mitigate. En- Mais, Mais en tout cas, on a compris, c'est diluer son risque. diluer son risque, ouais. Diluer son risque et d'avoir plusieurs opportunités et de faire d'autres choses. Et aussi d'innover. Et aussi, pour moi, le principe, c'est aussi de faire de nouvelles choses. Donc, c'est s'amuser. Je trouve que c'est bien quand on fait de nouvelles choses, on s'amuse parce qu'on découvre, on apprend. Et moi, c'est comme ça que je m'amuse et c'est comme ça que je continue à avoir envie, à être motivé en découvrant de nouvelles choses et en testant de nouvelles choses. Et éviter Et d'être même pour dans les une équipes. routine, même dans Exactement. tes équipes, de se dire, ah bah c'est encore la campagne 2025-2026, on fait un copier-coller ou je sais pas. Oui, ce qui arrive souvent. Après, on met toujours des choses en place, des innovations, des nouvelles choses. Mais c'est vrai que ça peut être répétitif au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça de se développer dans d'autres secteurs ou trouver d'autres opportunités. Bien sûr, oui, rend oui. le job de tout le monde plus agréable et plus sympa. Puis grandir. Grandir, tout simplement. Et est-ce que c'est les mêmes marchés que Talker en anglo-saxon, je vais dire, développe aussi? Oui, on a Ouais. même des clients en commun. Ouais. On a des clients présents dans plusieurs pays qu'on partage. Alors, on n'a pas
On n'a pas de relation, ça dépend des clients, mais c'est généralement ils sont par pays, ils sont gérés par pays, comme souvent les entreprises, ils ont leurs entités pays. On a des clients communs, que ce soit sur le secteur caritatif ou le secteur commercial. Et pour le coup, c'est le même accueil du porte-à-porte, c'est très ancré chez eux. En Angleterre, c'est plus ancré le porte-à-porte, c'est beaucoup plus surchargé que chez nous. Ok, tu as plus de concurrents presque. Plus de concurrents, plus de sursollicitation aussi au niveau du public, donc peut-être plus de réactions négatives des gens. Après, je suis pas trop sur le marché, donc Non, mais c'est juste pour, tu vois, avoir une idée les manières de travailler sont très similaires. Sont très similaires, les marchés sont similaires, l'appétence est la même. De façon intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés qui sont intéressées pour faire du face-à-face, alors qu'on peut penser qu'ils n'y ont pas pensé, et qui se disent, mais je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, parce qu'en fait, ça a toujours eu cette mauvaise image, c'est vrai. Un peu vieille école, etc. Sauf que nous, quand on va chez eux, on leur montre que déjà, on n'est pas si vieille école que ça, pas du tout, au contraire, et qu'on essaie d'amener de l'innovation dans un métier qui n'est pas innovant, qui est un des plus vieux métiers, mais ça marche bien. Et puis, ça doit venir compenser en fait la surconsommation d'appels téléphoniques qu'on reçoit tellement chaque jour. Ou digital aussi. Ou digital, qui fait qu'en fait, mine de rien, vu qu'on en a moins aujourd'hui de porte-à-porte, qu'on est sursollicité d'un point de vue digital ou par téléphone, finalement, l'accueil est meilleur. Oui, mais c'est ce que j'explique. En fait, quand je rentre chez un client qui ne connaît pas vraiment, je leur parle de la stratégie omnicanale que toute entreprise doit avoir pour l'acquisition de ses clients. Et en fait, à chaque fois, je leur montre, j'ai un petit graphe très simple où je leur montre, vous faites de la TV, vous faites du mail, vous faites du mailing, vous faites du digital, vous faites ça, mais vous avez oublié un penchant, un truc, c'est le face-à-face. Que ce soit porte-à-porte, during the event, mais moi je parle de face-à-face. Oui. Vous avez oublié celui-là, et je dis, nous, ce qu'on peut venir, c'est venir en complément des autres. On ne vient pas là pour remplacer, pour dire que celui-là est mieux que l'autre, mais on vient en complément, on vient ajouter quelque chose. Et en plus, en complément, parce que s'il y a une pub qui a lieu à la télé et que la personne ne consomme pas, mais qu'après on va taper à leur porte, ça peut déclencher quelque chose. À l'inverse, on peut taper à la porte, derrière il voit la pub à la télé, on le gagne pas nous, donc on n'est pas gagnant, mais on fait de la promotion de la marque automatiquement, indirectement, pour la marque, et derrière, s'il voit une pub à la télé ou il tombe sur les réseaux sociaux sur quelque chose, ça peut déclencher quelque chose. C'est la répétition. Donc du coup, et aussi les gens, on se rend compte, le face-à-face, déjà, alors après Covid, tout le monde avait envie de nous voir, parce que les gens n'avaient plus d'interaction humaine, donc ça s'est super bien passé après Covid. Ça m'étonne pas du tout. C'était génial, tout était simple, tout le monde était excité, les résultats ont explosé, etc. Alors après, il y a eu l'effet, excusez-moi le terme, un peu gueule de bois, que tout le monde a eu, je pense. L'effet syndrome post-traumatique, je pense que tout le monde a vécu, toutes les entreprises, etc. Mais pour revenir sur le face-à-face, c'est les gens sont submergés d'informations. Quand on va sur un site internet, des fois, on ne comprend pas tout. Je trouve, même moi-même, qui est pourtant quand même averti, qui fait attention aux trucs, il y a des choses qu'on ne comprend pas tous, que l'offre, etc. L'avantage d'aller en face-à-face, c'est d'aller expliquer directement aux gens ce qu'on fait, ce que la société fait ou l'association, et d'apporter du concret. Typiquement, ce qu'on met en place, pour donner un exemple très concret, sur la pitch card qu'on met en place dans un associatif, c'est qu'on dit que vous allez donner 15 € par mois, qu'est-ce que ça peut faire ? On leur donne quelque chose. Oui, tout à fait, exemple, je vois ça peut être dit médicaments contre le paludisme. Pour donner un exemple, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais oui. On met quelque chose de concret, pour matérialiser, pour se dire mon don va servir à ça. C'est ça. Plutôt que je vais donner 15 € par mois pour, je sais pas. Finalement, ça va où Après, il n'y a pas de fausse promesse. Les 15 € ne vont pas obligatoirement faire ce que ça dit, mais c'est juste pour montrer que ça sert à quelque chose. Ça donne l'équivalent, en tout cas, de cette somme-là. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc là, tu viens de raconter que post-Covid, finalement, c'était la super période, après Gueule de Bois. Ça a été quoi le moment le plus difficile, justement, sur ces années Talker ? T'en as connu des vrais moments difficiles ? Je pense que c'était il y a 2 ans maintenant, parce que le temps passe vite, donc j'essaie de me remettre. Ouais, il y a 2 ans, il y a eu un petit creux de la vague qui est pour moi justement le syndrome post-traumatique du Covid, où ce qui s'est passé, c'est comme on travaille avec un réseau de franchises, on a des sociétés indépendantes, il y a eu des difficultés financières, l'État avait arrêté de payer l'URSSAF, les impôts, des choses comme ça, mais à un moment, ils n'ont jamais dit que c'était cadeau. Et donc ça a eu un impact, il y a eu rattrapage, donc il y a eu une démotivation. On est dans un business qui basait beaucoup sur la motivation. Donc si le gérant de l'entreprise a ses problèmes financiers, ça impacte, même s'il ne s'en rend pas compte, qu'il pense qu'il est motivé, les gens le ressentent. Même s'ils ne sont pas capables de le dire,
On ressent ce genre de choses quand quelqu'un va un peu moins bien, même s'il sourit, qui est dynamique, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, du coup, tout ça a eu un effet un peu vicieux, et un cercle vicieux dans lequel on n'est pas rentré, mais on a rencontré un peu un creux de la vague. Alors après, nous, Talker, ça se passait très bien, financièrement, on n'a jamais eu de soucis. Mais voilà, il y a eu un moment mais dans le réseau, en tout cas, tu as pour recréer, remettre en confiance, etc., où il y a eu quelques difficultés à ce moment-là, et c'est peut-être la période la plus difficile. Et donc, nous, on a été obligés de faire des coupes budgétaires, on a été obligés de se séparer de personnes qui étaient là depuis longtemps. Ah oui. Tout ce process. Moi, c'est un truc que je suis pas très fan. C'est mon rôle, je le fais. Bien sûr. Mais c'est jamais agréable de dire à quelqu'un on n'a plus besoin de toi, on veut plus de toi, même si la personne a tort. En plus, ça arrive encore aujourd'hui, mais c'est jamais un rôle sympa. Ouais, non, mais j'imagine. Et pour le coup, ça, il a fallu que tu te poses, que tu te dises là, il faut que je trouve des solutions. Ça a pris un peu de temps parce que tu l'as peut-être pas vu tout de suite. Comment... Ouais, c'est... En fait, faut pas se précipiter non plus dans les décisions, je trouve, parfois. Parfois, on peut avoir tendance à se précipiter. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je trouve que parfois, il y a des... on se précipite dans prendre des décisions alors que, regardons déjà la situation, parfois, il ne faut pas être trop lent non plus. C'est dur de trouver le juste bon timing, milieu entre trop agir et trop réfléchir. Faut bien réfléchir et bien agir, mais il ne faut pas faire trop les deux. Mais dans cette période-là, en tout cas, ça a été... Finalement, ça s'est bien passé parce que j'ai une équipe qui était là en soutien et qui a fait bien le boulot et je savais je pouvais compter sur eux. Ouais. Mais pour moi, ça fait partie du cycle d'une vie et d'une entreprise, en fait. Ah bah, évidemment. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où ça va pas bien, ça va moins bien. Et bizarrement, moi, j'aime bien ces moments où ça va un peu moins bien parce que ça crée un stress. Et ce stress, ça crée une énergie positive chez moi qui me permet de mieux produire et d'être plus d'avoir envie encore d'aller plus chercher, parce que j'aime les problèmes. C'est relatif, ça dépend lesquels. Il faut rester relatif. Mais j'aime quand il y a des problèmes parce que quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Et quand il faut trouver des solutions, ça t'oblige en fait à réfléchir. Et c'est là où je suis actif. Quand ça va bien, c'est limite, c'est là où il faut innover justement et trouver de nouvelles opportunités. Sinon, c'est ennuyant et j'aime pas l'ennui. Ouais. Et pour le coup, c'est ça. On en avait parlé pendant un épisode avec Romain dans les neurosciences qui disait en fait, il faut presque être proche du précipice, tu sais, pour trouver ta capacité en fait d'innover, de te relever, d'aller chercher en toi en fait même des compétences que tu ne pensais même pas avoir en fait. Alors Romain, j'ai regardé son podcast et j'ai même été le voir. Ah, c'est vrai. Je l'ai contacté après le podcast, après qu'on se soit parlé. Je l'ai contacté après le podcast. J'ai été le voir et du coup, j'ai été le voir. Ah, génial. Du coup, j'ai été le voir et c'est top. Ouais, bah, ça m'étonne pas du tout. Non, mais ça m'étonne pas du tout. Mais tu vois, mais c'est justement en écoutant ce qu'il a dit où je me suis rendu compte, j'ai fait des parallèles avec certaines situations que j'ai vécues. Et dans certaines situations où parfois on se met, parce que des fois on vit des situations parce qu'on s'est mis dans cette situation. Tout à fait. Ou qu'on l'a cherché parce qu'on a essayé. C'est comme je l'ai expliqué, moi parfois j'essaie de me mettre dans une situation de stress pour justement mieux produire. Voilà. Il m'a dit, mais c'est bien, c'est ton mécanisme. Et c'est pas pour ça que tu dois changer ton mécanisme. Je lui fais, mais c'est stressant. Il fait, oui, mais ça marche bien, donc garde-le. Bah oui. Mais juste accepte-le, tu vois, en quelque sorte. Et c'est là où je vois le lien avec le précipice, où on ressort des idées, des choses comme ça. Oui. Où tu te mets, en fait... Toi, tu te crées toi-même, en fait, dans cette situation pour justement aller chercher en toi des idées ou des capacités ou un besoin, en fait, d'action, quoi. Si je comprends bien. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter à Talker? Bah, de la réussite, mais c'est très basique comme réponse. J'ai l'impression de faire Miss France. La paix dans le monde. Ouais, mort, j'y crois plus. Mais non, souhaiter, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on soit plus innovant. Ouais. Et que moi, j'arrive à mieux engager les équipes parce que je pense que je suis le problème et la solution. C'est de laisser plus de place à la créativité et à l'innovation auprès des employés. Et j'en parle récemment, et c'est un gros sujet qui est en ce moment chez nous, c'est qu'on était peut-être un peu trop descendant sur le sujet. J'ai eu conscience, les gens me disent « Ouais, mais t'as pas confiance ?» Je fais « Non, mais c'est pas ça. » J'ai fait sauf qu'aujourd'hui, je te fais un discours différent où je te dis bah oui. Accepte que peut-être j'ai changé et que peut-être j'ai compris. Et donc du coup... Ou peut-être que tu veux leur montrer que tu as confiance en eux pour pouvoir y aller. Oui, mais en plus, j'ai confiance en eux, c'est juste que c'est juste que parfois, on est biaisé par certains sujets. Oui, et puis c'est le quotidien, on avance, et puis... non, mais carrément.
Et là, voilà, là, c'est le fait que les gens soient liberté de création, en respectant un cadre, bien sûr, mais Bien voilà, sûr. leur donner la chance d'innover, de s'impliquer, etc. Et que Talker puisse grandir sur les prochaines années. Et voilà, là, on est en pleine transformation technologique, Mm. on fait plein de bonnes choses. Et je pense qu'on a plein de projets qui peuvent nous mener à doubler, tripler notre chiffre d'affaires d'ici 2 3 ans. Ah bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner alors. Bah merci Merci. d'avoir été avec moi, Alexandre. Merci, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour Pareil. l'accueil. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.